Kwezi watukufu wananyamara ya Komori, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Insi venzeli yandange mrongo wa utaha vuviri mwa wakati nyangwika o saka pare bahati na disnanyu hasota na mwambia nizo skaude rifanya harma jiti adren raunazo narudi na ngesa maoneo yangu kaude nilio nayo harma hawa ire mawisiasa notamment harma intervention ikawa ou interview kaudi afanyilwa na dictateur Azali harma RFI. C'est une occasion aussi ya hujibu bon mais hazizo wana zangina na zangina za politique intérieure zikao zisirendinye vazili mbana zo za stratégie zikao sorongoloshidia vani vazili makasorongoloshidia vani fa ima arsijifereshia na namna zikao diziazi zendelia watukufu hizi muju amba vozi nyumenvani tukatufanya msafara tende bena hautaha harma zo zikao tukatrenga hadu sonuma wa Komori asota nusonuma wana nyangu wanzuani amba karsina lirar sola to jitiadi kati huka rendre ritsahe ralijana rikusamanyise wananya wanzuani harma zimbwana zikao zisir concerne hautahar delie haki ya wanzuani ni toja harma mkabala wababu fa imma kabla sangi harma yovavo vous me permettrez par votre consentement de m'exprimer en français parce que la première réaction c'est au sujet de l'interview d'Azali Assoumani donnée à RFI. Et comme l'interview a été faite en français, je préfère y répondre en français directement. C'est pas facile, c'est pas évident souvent, parce que ça change le rythme de commencer en français et finir par en comorien. Mais toujours est-il que, étant donné que l'interview a été faite en français, je tiens à répondre en français particulièrement. Chers amis comoriens et chers compatriotes de l'Afrique qui suivent l'actualité sur RFI, vous avez eu l'occasion d'écouter le schizophrène et dictateur Azali Assoumani qui s'est expliqué un peu sur l'actualité politique au Comores. Décidément, ce monsieur n'est pas normal. Ce monsieur n'est pas normal parce qu'il y a deux thèmes. Il y a d'abord sa réaction par rapport à la politique intérieure, mais il y a aussi sa projection sur son projet funeste de vouloir devenir président de l'Union africaine, ce qui serait une insulte à l'intelligence africaine, et particulièrement ce qui serait un mépris total par rapport à notre jeunesse, et je reviendrai là-dessus. Mais par rapport à son interview, premièrement, j'ai l'impression que ce monsieur est malade, et si son projet de devenir président de l'Union africaine peut permettre peut-être à cette institution de diligenter des examens médicaux sur ses capacités cognitives, ça serait très intéressant pour les Comores et aussi pour l'Afrique tout entière. C'est pas, de toute façon, j'ai pas passé par quatre chemins. Je ne soutiens pas la candidature des Comores, oui, la candidature de ce dictateur d'abord à l'Union africaine, mais je donnerai les raisons. Je donnerai les raisons. Mais en même temps, je vais réagir sur sa politique intérieure ou ses aspects intérieurs. Déjà, commençons d'abord par la politique intérieure. On lui a posé la question. On a posé la question de son projet, on a parlé un peu de la question du jugement sur Sambi, sur la réforme constitutionnelle, sur ses objectifs par rapport aux défis de l'Afrique. Donc il a tout dit, mais en l'écoutant et en analysant réellement ses propos, c'est là où je parle de la schizophrénie parce que tout ce qu'il dit, c'est exactement le contraire de ce qu'il est ou de ce qu'il fait dans notre pays. Azali nous parle de la souveraineté de notre pays. Déjà, le premier problème, c'est que si Azali s'engage sur la question de l'Union africaine, ce n'est pas parce qu'il a un projet quelconque pour changer ou pour remédier aux défis qui s'érigent face à l'Afrique. Non, pas du tout. C'est tout simplement parce qu'il est dans une démarche qui consiste à dire qu'en arrivant peut-être en accédant à la présidence de l'Union africaine, ça me donnera un peu plus de légitimité vu que je suis contesté de l'intérieur. Donc c'est son projet. La preuve, on lui a posé la question, on lui a dit, c'est quoi tes objectifs? Vos objectifs, il dit, son objectif c'est lutter contre le changement constitutionnel. On se dit, mais ce monsieur, il vient de débarquer du Mars, ou de quelle planète? C'est exactement ce qu'il fait aux Comores. Il est à l'origine d'un changement constitutionnel aux Comores qui met le pays en branle. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où la question de l'unité des Comores se pose parce qu'il ne faut pas se leurrer, et d'ailleurs je ferai la transition.
par rapport à ce qui, quand je reviendrai sur la question intérieure, mais il projette comme si l'évidence d'une élection de 2024, c'est une évidence comorienne. Non, pas du tout. Je le dis bien et je le répète. Et à travers ça, non seulement que je réponds à Zali, mais je réponds aussi à l'ensemble des intellectuels comoriens ou à certaines personnalités politiques comoriennes qui font semblant comme s'ils ne comprennent pas que les élections de 2024, ce sont des élections qui s'organisent, que Azali veut organiser pour les grands Comoriens et qui n'a rien à voir avec nous autres, puisque nous, en tant qu'Anjouanais, déjà, non seulement qu'on nous dépossède notre droit à diriger la destinée du pays conformément à sa réforme constitutionnelle, mais on veut nous faire croire comme si le processus de 2024, c'est un processus qui est normal, on est dans un chemin normal, il y aura des élections aux Comores, et la question qui se pose, c'est de voir comment peut-on sécuriser ces élections-là et faire en sorte que les élections soient libres et transparentes. La question ne se pose pas à ce niveau-là. Il ne s'agit pas ici de parler d'une élection, parce que cette question-là, ce n'est pas l'objectif, n'est pas de savoir si l'élection sera transparente ou pas, c'est d'abord que cette élection ne concerne pas une partie des Comores. Cette élection était un pas encore d'agression contre les Anjouanais et contre les autres îles. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on sait très bien que on a eu une problématique aux Comores, on a eu une crise. Et cette crise a été résolue grâce à une constitution. Vous le savez, je ne vais pas le répéter. Je le répète peut-être pour celles et ceux qui ne sont pas comoriens, mais tous les Comoriens savent très bien que l'accord de Fomboni, c'est un accord c'est un acte de réconciliation nationale qui a permis aux Comoriens de sauver l'unité du pays. Et aujourd'hui, cet acte-là est mis en cause par ce régime et on est en train de nous parler d'une élection en nous disant, oh, finalement, on est en 2022, qu'ils viennent organiser les élections avec nous, puisqu'en 2024, au lieu d'attendre jusqu'en 6 mois avant les élections, non. Non, là, on s'achemine vers un vrai problème. Et je le dis, on s'achemine vers un vrai problème parce que nous, en tant qu'Anjouanais, ou en tant que Comoriens des autres îles, on n'accepte pas cette idée comme quoi il y aura des élections à la Grande Comore en 2024 ou des élections qui ne concerneraient que des Grands Comoriens. J'ai vu même des intellectuels qui se disent de l'opposition et qui disent oui, finalement, il va falloir qu'on s'y prépare pour cette élection, mais on se moque de qui? Mais arrêtez l'hypocrisie. De deux choses l'une. Soit on s'aligne avec Azali en se disant de toute façon on s'en fiche de ce que pensent les Anjouanais ou de ce que pensent les Moéliens. Alors dans ce cas-là, il y aura des élections et il y aura une opportunité grand-comorienne à laquelle il nous permettra, nous en tant qu'intellectuels ou en tant que leaders d'opinion, de participer à cette messe. Ou bien on se dit, non, je suis un patriote convaincu, j'aime ce pays, je souhaite à ce qu'on sauve l'unité de ce pays, alors je ne peux pas admettre qu'on organise des élections, alors qu'on sait très bien que ces élections, c'est une agression encore face aux autres membres, aux autres entités composantes de l'unité comorienne. Et c'est là où j'ai voulu vraiment insister là-dessus. Parce que la responsabilité n'est pas seulement la responsabilité d'Azali, c'est aussi la responsabilité d'une classe politique et la responsabilité de certains intellectuels qui se disent finalement qu'ils ils font partie de la classe bien pensante, mais malheureusement, quand il s'agit de se fourvoyer pour y aller vers une élection quelconque, ils oublient complètement les engagements où ils oublient complètement les principes parce que cette opportunité se présente parce qu'ils sont grands Comoriens et parce qu'ils peuvent participer à cette élection-là. Je le dis, et d'ailleurs ça répond très bien, parce que ça rejoint ma stratégie sur ce que j'ai toujours appelé l'unité des Anjouanais et surtout la nécessité d'avoir une diplomatie, d'abord dans le front de l'opposition, qu'il ait d'abord une voix, c'est-à-dire une voix anjouanaise pour aller exprimer là où il faut les idées et les convictions des Anjouanais. Certaines personnes vont se dire, mais nous sommes dans un combat national. Oui, peut-être nous sommes dans un combat national, mais à partir du moment où on voit que dans ce combat national, il y a une partie des personnes qui participent dans ce combat national qui se disent, mais finalement, il y aura une élection et on doit se préparer. Et pourquoi pas ne pas demander à quelques Anjouanais de participer pour essayer de colorer la démarche et pour montrer qu'il y a eu aussi la participation des Comoriens. Non, je l'ai toujours dit, il faut qu'il ait une diplomatie anjouanaise, c'est-à-dire qu'il ait une force de proposition anjouanaise qui va porter une conviction fortement partagée par les Anjouanais à l'adresse de la communauté internationale et particulièrement à l'Union africaine et à la francophonie et à l'Union européenne. Ces trois institutions qui non seulement sont des membres du comité de suivi, je ne parle pas de l'Union européenne parce qu'elle n'avait pas signé le document de l'accord de Fomboni, mais particulièrement l'Union africaine et la francophonie. Ils sont des membres permanents du comité de suivi. En 2015, ils ont rappelé aux Comoriens qu'un Anjouanais ne peut pas être candidat à la Grande Comore parce que le principe de la tournante, c'est le socle fondamental de la réconciliation nationale et il faut que ce principe-là soit respecté dans son esprit et dans le texte et dans sa lettre.
Et aujourd'hui, ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est qu'il y a eu notre gouverneur d'Anjouan, Abdou Salam Abdou, avait écrit à la communauté internationale depuis octobre 2017 jusqu'aujourd'hui, on ne nous a pas répondu, on nous a répondu par le mépris, nous en tant qu'Anjouanais. Et c'est pour cela que je dis, à partir de maintenant, la stratégie doit être une stratégie anjouanaise. Je ne dis pas que nous ne sommes pas dans un combat national. Nous sommes dans un combat national, certes contre le régime d'Azali, mais dans le cadre de ces élections et dans ce projet funeste d'Azali d'organiser des élections au profit des Grands Comoriens, là, il doit y avoir une singularité de la démarche anjouanaise pour rappeler non seulement à nos amis de l'opposition et aux intellectuels qui se disent qu'ils sont des patriotes qu'il y a un problème là-dessus, mais aussi rappeler à Azali qu'on n'acceptera pas que ce pays va dans à ce niveau-là. Et Azali nous parle aussi de la question de la souveraineté. On nous dit que nous sommes un petit pays, que les Comores sont un petit pays face au Kenya. Lui, il dit quoi? Oh, mais finalement, nous sommes un pays souverain comme n'importe quel pays. Mais depuis quand, Azali, vous connaissez ce que c'est que la souveraineté? Vous êtes l'incarnation parfaite de la lâcheté. Et depuis que ce soit votre passé ou que ce soit votre présent, vous incarnez l'ensemble d'États ou vous incarnez parfaitement ce que le mot lâcheté veut dire. Vous connaissez vous connaissez quoi? Vous parlez d'une souveraineté. Laquelle souveraineté? Lorsque vous étiez chef d'état-major au Comores, le pays était agressé. Pendant que dans d'autres pays comme au Bénin, en 1976, les militaires se sont érigés contre l'agression de Bob Denard. Au Comores, toi, vous avez fait le choix d'aller vous cacher à l'ambassade de France. Donc ça veut dire que votre passé, c'est de la lâcheté. Et pour votre présent, qu'est-ce que vous avez fait? Vous nous parlez de la lâcheté, vous nous parlez de la souveraineté. Depuis quand vous connaissez la souveraineté? Et d'ailleurs, je ferai le parallèle entre votre projet de vouloir être le président de l'Union africaine et de dire clairement que ça serait une honte, ça serait une insulte à l'Afrique. Pourquoi? Parce que vous n'êtes même pas capable de défendre une partie de votre souveraineté. Vous clamez que Mayotte est comorienne, comme l'histoire le dit et comme le droit le dit. Mais sauf que vous avez été capable d'aller signer des accords à Paris en 2019, autorisant la puissance colonisatrice, l'ex-puissance colonisatrice qui occupe une partie du territoire comorien, d'aller installer des radars aux Comores pour contrôler les mouvements des Comoriens entre les autres îles vers Mayotte. Mais comment vous pouvez parler d'une souveraineté, d'une nation, si vous êtes capable d'une telle lâcheté? Si vous êtes capable d'une telle lâcheté. Donc, il faut arrêter. Il faut cesser de nous raconter des salades. Vous ne connaissez pas ce que c'est que la souveraineté. Vous parlez du changement constitutionnel. Vous dites, oui, mais la Constitution, ce n'est pas vous qui l'a changé. Mais c'est plutôt qui l'avait changé. Mais c'est plutôt l'opposition qui l'a demandé. Mais si l'opposition devait demander, mais attendez, on n'est pas... En 2015, tous les Comoriens ont demandé, depuis que Bazi avait lancé l'idée de faire un débat national pour faire un bilan des accords de Fomboni à la fin du premier cycle, c'est-à-dire à la fin du régime du président Ekilil. Il fallait faire un bilan. Mais vous avez dit quoi? La totalité des politiciens grands comoriens a dit non, on ne veut pas. On ne veut pas de ces assises-là. Pourquoi? Parce que ces assises-là, il fallait se mettre à table, faire le bilan de 15 ans d'alternance pacifique et se projeter si on continue comme ça ou on change quelque chose. Les grands Comoriens, ils ont refusé. Ils ont dit non, 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 2016, c'est nous. On a vu comment ils se sont érigés. On a vu comment ils disaient que non, non, on ne veut pas, il faut qu'il y ait des élections. Mais une fois que les élections à la Grande Comore sont faites, on nous dit quoi? Non, il y avait une volonté de changer. Et cette volonté voudrait dire que Azali va changer et il va changer selon, à sa mesure, essayer de faire en sorte qu'il va jusqu'en 2029 ou jusqu'en 2000 combien, je ne sais rien. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Azali et une partie de la classe politique grand-comorienne nous prennent comme des idiots. Non, il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Et je le dis toujours ici, je le rappelle, s'il y va, il en va de l'unité de ce pays. Il en va de l'unité de ce pays parce qu'on ne peut pas admettre que nous sommes dans cette unité, dans cette union, mais il y a une entité, et en l'occurrence l'entité grand-comorienne, à travers, je ne dis pas que tous les grands-comoriens partagent ça, mais que Azali impose une façon de montrer qu'il y a une entité qui peut imposer sa volonté sur les autres. Non, pas du tout. Ce n'est pas comme ça. Donc, c'est pour cela que je dis, il va y avoir, vous ne pouvez pas prétendre qu'il y a eu le changement constitutionnel, c'était à la demande de l'opposition. Mais comment vous expliquez qu'une opposition il y a une partie, la grande partie de la population comorienne est contre le changement constitutionnel parce que c'est un changement constitutionnel qui est fait selon vos convenances.
Et vous nous parlez de, oui, mais ils ont fait, etc., etc. Et par rapport à la question de Sambi, vous avez dit que l'ancien président a fait quelque chose d'ignoble. Mais je ne connais pas quelque chose d'ignoble que vendre sa souveraineté contre un projet de 150 millions d'euros. Et ça, c'est votre acte. Mais de quelle anti-loi vous dites? Vous dites qu'il y a eu une loi. Supposons que la loi sur la citoyenneté économique, c'était une mauvaise démarche. Mais expliquez-nous pourquoi depuis 2009, que cette loi a été votée et continue jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas abrogée. Mais vous êtes en train de nous raconter des salades. Il faut arrêter. Il faut arrêter de nous raconter des salades. Vous vous êtes servi de ce projet du plan, de ce dossier pour museler une partie de la classe politique et particulièrement la classe politique anjouanaise. Parce que ça n'a pas échappé à tout le monde, ça ne vous a pas échappé. Que ce procès-là, c'était le procès des Anjouanais. Cela ne vous a pas échappé. Que ces Anjouanais-là, on les a enfermés à la Grande Comore. Cela ne vous a pas échappé qu'on donnait des autorisations à des gens, notamment je prends le cas de Nourdine Bourhan, qui est un Anjouanais. On l'autorise d'aller en France plusieurs fois, 2 ou 3 fois, mais on l'interdisait d'aller en Anjouan. Parce que tout le monde sait très bien que le projet, c'était de faire en sorte que c'est un projet qui vise les Anjouanais. La question, excusez-moi, la question n'est pas la question que c'est une question nationale, non. C'est un projet et tout le monde, tous ceux qui font semblant de ne pas comprendre que la démarche de la citoyenneté économique, tout ce projet, tout ce tralala-là, c'était pour museler un opposant politique et surtout tous ces changements. La démarche de changement constitutionnel, c'était pour permettre à Azali de faire ce qu'il a envie de faire. Ça, c'est des gens qui se trompent. Donc, Azali, vous ne connaissez, vous dites aujourd'hui que vous voulez être, je fais la transition, vous voulez être président de l'Union africaine. Déjà, vouloir être président de l'Union africaine, non seulement moi, personnellement, je n'apporte pas un soutien à votre démarche, mais je la dénonce parce que c'est une insulte à l'Afrique. Vous êtes une personnalité qui n'est pas à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'un homme politique africain qui sera capable de porter plus haut les revendications africaines, mais on n'a pas besoin d'une serpillière diplomatique comme vous l'êtes. Il suffit de regarder votre trajectoire. Vous êtes une girouette. Vous êtes quelqu'un qui n'a aucun sens de la dignité nationale et encore moins de la souveraineté. La diplomatie nationale comorienne, depuis que vous êtes arrivé au pouvoir, est devenue une diplomatie de vassal. Vous êtes le soumis. Vous êtes là, vous êtes une serpillière ou une caisse de résonance de la volonté des autres. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite avait des problèmes avec le Qatar. L'Arabie Saoudite vous somme de rompre les relations avec le Qatar. Vous exécutez. Le Maroc a un problème dans la zone du Sahraoui occidental. On vous somme d'aller ouvrir un consulat là-bas. Vous allez, alors qu'au même moment, ça veut dire que vous êtes en train de violer une résolution de l'Union africaine de 1982 qui accepte que la République sahraoui occidentale soit membre observateur de l'Union africaine. Premièrement, vous violez une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui dit en 91 que cette zone-là, c'est une zone autonome qu'il faut consulter pour un changement statutaire. Mais non, ça ne vous regarde pas. Vous n'êtes pas capable de défendre votre propre souveraineté puisque vous avez signé des accords avec un État, en l'occurrence la France, qui occupe illégalement une partie du territoire comorien, que si vous refusez de revendiquer la partie comorienne, faites ce que vous voulez, après tout, vous êtes un lâche. Mais allez jusqu'à signer des accords et autoriser la puissance qui domine, qui occupe, d'aller installer des radars dans la partie qui n'est pas occupée pour contrôler les mouvements. Et vous dites dans votre interview que de toute façon, il faut faire en sorte d'arrêter les gens qui vont, etc. et qu'il faudra que la France vienne nous aider. Mais attendez, ce n'est pas à la France qu'ils viennent nous aider ou pas. C'est de la responsabilité des Comoriens d'engager une dynamique de développement économique avec des partenaires. Si, parce que la France est un partenaire comme n'importe quel partenaire, alors dans ce cas-là, on engage une dynamique de partenariat avec des pays pour nous aider à rehausser le développement comorien et faire en sorte qu'on donne des idées, qu'on donne des raisons d'espérance à notre jeunesse pour rester aux Comores. Mais on ne va pas dire oui, finalement, on a besoin d'arrêter ces gens-là, mais il faut que la France nous aide. Mais c'est quoi? Vous ne connaissez pas le sens de l'indépendance? Si nous sommes indépendants, je le dis, nous sommes indépendants. L'indépendance voudrait dire quoi? Voudrait dire que nous avons la possibilité de décider de notre sort. L'indépendance n'est pas synonyme d'une réussite. L'indépendance veut dire tout simplement, vous avez aujourd'hui la décision, l'opportunité,
la chance de pouvoir décider selon vos propres envies et vos propres visions. Les autres pays du monde aujourd'hui, chaque pays, au nom de sa souveraineté, trace sa stratégie et planifie les objectifs de développement. Mais vous, non, non, on veut que la France vienne nous aider, on veut que la France... Mais attendez, mais il faut arrêter, il faut arrêter. La France est un partenaire. Si la France, comme la Chine, comme n'importe quel pays du monde, qui se dit, il trouve des opportunités aux Comores, il veut investir aux Comores pour gagner quelque chose, tant mieux. Mais ce n'est pas à te dire, oui, mais la France doit venir nous aider parce que s'il ne nous aide pas, il y aura un problème à Mayotte. Attendez, Mayotte, c'est un territoire comorien, mais Mayotte n'est pas un objet de chantage. Qu'à chaque fois, parce qu'on veut de l'argent, parce que non, non. Soit Mayotte est comorien, on la revendique comme on la revendique comme ça, mais on ne peut pas rester là en disant, oui, mais finalement, on peut accepter certaines concessions, ceci. Effectivement, il doit y avoir. Et il y aura une grande réflexion sur la question de Mayotte. Et cette réflexion-là, moi, je m'adresse particulièrement à la jeunesse mahoraise et aux intellectuels et cadres mahorais. Nous avons un différent politique. On ne peut pas prétendre qu'on ne connaît pas cette situation-là en disant, ben, parce que j'ai vu Mme Estelle qui a pris les Mahorais comme des, je sais pas quoi, des poires, en leur disant, bon, finalement, je vais y aller aux Nations Unies avec le châle, avec mon number one de Zenamdere, et pour aller défendre la souveraineté, la francité de Mayotte. Mais attendez, et vous croyez qu'en portant cette châle, ça a plus de valeur aux Nations Unies que le droit de veto que dispose la France? Lequel droit de veto, il l'a activé en 1976 pour bloquer toute résolution contraignante contre les élections qu'on a organisées à Mayotte en février 1976 et en février et en avril 1976. Mais attendez, mais Mme Estelle, il prend les Mahorais comme je ne sais pas quoi, mais dans tous les cas, nous avons un problème. Au jour d'aujourd'hui, ça fait 46 ans ou 47 ans que ce problème existe. Il va falloir que la jeunesse comorienne et la jeunesse mahoraise, on se dit, mais on va continuer comme ça jusqu'à quand? Il faut qu'il y ait une vraie réflexion d'avenir pour la stabilisation de cette région et pour discuter. Mais si on fait que, de toute façon, et je m'adresse surtout particulièrement de l'autre côté de Mayotte, si certains de l'autre côté de Mayotte considèrent que de toute façon, il n'y a que le marqueur de la haine contre les Comoriens qui est porteur de quelque chose, alors on n'aura jamais une solution sur ce disque. Vous avez vu comment vous gérez la question de la délinquance à Mayotte? J'ai vu des interviews en France où on demande à des autorités mahoraises, mais comment se fait-il que des enfants, ils ont 7 ans, 8 ans, 11 ans, 13 ans, etc. Ces enfants-là ne sont pas scolarisés. Au lieu de dire, effectivement, il y a un problème parce qu'il faut que l'aide sociale à l'enfance prenne ces enfants en charge ou qu'on essaie de faire en sorte que ces enfants soient éduqués. Non, non, on ne veut pas scolariser ces enfants-là parce qu'ils sont comoriens. Mais attendez, ces enfants, ils sont nés à Mayotte. Une grande partie des enfants sont nés à Mayotte. Selon le droit français, ils peuvent être français parce qu'ils sont nés là-bas. Mais qu'ils soient nés à Mayotte ou qu'ils ne soient pas, de toute façon, à partir du moment où ils sont des enfants, la loi française, la République française protège les enfants. Mais malheureusement, la France fait en sorte que Mayotte est devenue cette petite île qui demande à la France de se renier à chaque fois. Où on dit à Mayotte, oui, on va faire des régimes d'exception, on va enlever tel droit que vous, par rapport à la France, parce que ça peut vous arranger, etc. Non, mais ça ne mène à rien. Ces enfants-là, quand vous avez un enfant de 7 ans, vous avez le choix de faire de cet enfant un contribuable pour Mayotte ou faire de cet enfant un délinquant. Si par haine, vous choisissez de ne pas scolariser cet enfant, alors cet enfant deviendra votre enfer. Et c'est triste de le dire, mais c'est comme ça malheureusement. Et ce n'est pas parce que cet enfant a des parents comoriens que cet enfant ne sera pas quelqu'un qui va aider Mayotte. Mais Estelle Youssoufa, vous êtes député, mais votre père, il est originaire de la Grande Comore. Et pourtant, vous défendez les intérêts mahorais. Mais ça change quoi? Ce n'est pas parce que cet enfant, son père est d'origine anjouanaise ou sa mère est d'origine, je ne sais pas quelle région des Comores, que cet enfant ne sera pas un enfant qui va défendre les intérêts mahorais. Donc, je pense que sur ces questions-là, j'ai voulu un peu dire par rapport à l'Afrique ou à l'Union. Je publierai un papier pour montrer mon opinion sur la question de projet d'Azali pour devenir président de l'Union africaine, etc., etc. Mais vous aurez l'occasion de lire ce papier. Bon, maintenant, par rapport pour terminer pour l'interview d'Azali, il a dit que sur la question de Sambi, vous avez vu l'arrogance qui caractérise ce monsieur. Il dit de toute façon, ce n'est pas le problème de Sambi qui l'empêche de dormir. Moi, je dis, c'est exactement les injustices que subissent les Anjouanais qui nous empêchent, nous, en tant qu'Anjouanais, de dormir. Et nous continuerons
ce combat, on aura du mal à dormir et ça nous pèse. Mais en tant qu'Anjouanais, on fera tout pour que ce cauchemar cesse. On fera tout pour que ce cauchemar cesse. Si vous, ça ne vous empêche pas de dormir, alors nous, on le dit, nous les Anjouanais, ça nous empêche de dormir. Ça nous empêche de dormir. Sambi n'est ni un parent pour moi, ni un membre de la famille. J'ai jamais été dans son parti politique. Mais les injustices que nous subissons, nous, en tant qu'Anjouanais, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Et par la même occasion, je le dis, vous dites que il a été jugé, il a commis un acte ignoble. De quel acte ignoble? De quel acte ignoble? Vous continuez à vendre des passeports. Mais de toute façon, je le dis, il y aura l'occasion où ce régime changera. Un jour. Et il y aura un vrai procès sur ces dossiers-là. Et les passeports que trimballe ton fils et la bande à Fakri et tout ça pour aller les vendre avec le, comment il s'appelle là, avec un monsieur qui est au ministère de l'Intérieur des Émirats, ils auront à répondre aussi. Mais je le dis, ce n'est pas parce que Sambi était un ancien président qu'il ne fallait pas qu'il soit jugé, non. Contrairement à d'autres personnes, non, ce n'est pas ça la question. La question, c'est que n'importe quelle personne doit être jugée, mais jugée selon les lois et les règles de l'art. Ce qu'on a fait à Sambi, c'est inadmissible. Ce qu'on a fait à tous ces gens-là, c'est inadmissible. On juge des gens dans une institution, dans une cour qui n'existait pas dans la législation comorienne. On invente une haute trahison qui n'existe pas, qui n'est pas définie par le législateur ni par le peuple comorien. Et on leur inflige, et particulièrement à Sambi, on inflige des peines qui n'existent nulle part. Et ça, tout le monde sait que ce n'est pas normal. Nous autres, ça nous empêche de dormir, on continuera à tout faire pour que ça cesse et ça cessera un jour. Donc, what que vous ici là, dossier, il va venir,